Ne voulant compromettre aucun de mes amis, j'allais me cacher dans l'hôtel de la duchesse, mais dans la partie du bâtiment réservée aux personnes de service. C'était le 14 mars. Je n'avais point de nouvelles des provinces, mais à travers les mensonges des journaux, je voyais bien que l'empereur s'avançait rapidement et qu'on ne pouvait plus lui présenter d'obstacle. On venait de donner à Monsieur le duc de Berry les commandements d'un camp sous Paris. Les officiers qui avaient commencé par s'épuiser en protestation de fidélité finiront par devenir plus froids, plus réservés. Quant aux soldats, les vents semblaient leur apporter le nom de l'empereur. Chaque oiseau leur semblait l'aigle impérial, les vrais cœurs de la discipline. Les exhortations, les supplications même suffisaient à peine pour les contenir. Et dans les 3 derniers jours qui précéderont l'arrivée de l'empereur, malheureux ceux qui, dans les troupes, auraient proféré des injures contre lui ou manifesté le dessein de l'attaquer. Enfin, le 20 mars, à 6 heures du matin, j'appris que le roi et toute la cour avaient quitté Paris pendant la nuit et qu'il avait été son magistrat et son chef militaire. Je sortais de ma retraite dans le dessein de retourner chez moi, car j'étais inquiète de ma femme, que je vais laisser souffrante et dont j'étais séparée depuis 8 jours. En sortant de la rue d'Artois, pour entrer sur le boulevard, j'ai rencontré le général Sébastiani en cabriolet. Il me donna la nouvelle du départ du roi, mais il n'en avait aucune sur l'empereur. J'ai bien envie, lui dis-je, d'en aller chercher à la poste. Je me plaçai à côté de lui. En entrant dans la salle d'audience qui précède le cabinet du directeur général, j'ai trouvé un jeune homme établi devant un bureau à qui je demandai si le comte Ferrand était encore dans l'hôtel. Sur sa réponse affirmative, je lui donnai mon nom et le priant de demander pour moi quelques instants d'entretien à monsieur le comte Ferrand. Je ne l'avais jamais vu, mais j'avais appris que c'était un homme âgé, infirme et père de famille. J'étais étonné du retard qui avait mis à s'éloigner. Par un sentiment généreux, j'ai voulu protéger sa retraite et garantir sa sûreté. Monsieur Ferrand se présenta, mais sans s'arrêter et sans m'écouter. Il ouvrit son cabinet. Je ne les suivis pas et j'allai dans une autre pièce où j'ai trouvé tous les chefs de division, charmés de me revoir et disposés à tout faire pour m'obliger. Monsieur Ferrand, après avoir pris ses papiers, se retira et laissa son cabinet à ma disposition. J'avais au vif désir de courir à Fontainebleau pour embrasser l'empereur, mais je voulais voir ma femme avant de partir et pour concilier ces 2 mouvements de cœur. J'ai pris la résolution d'écrire à Fontainebleau. On me donna un courrier qui partit à l'instant. J'annonçai à l'empereur la nouvelle du départ du roi et je lui demandai ses ordres pour la poste, puisque M. Ferrand avait abandonné l'administration. Immédiatement après le départ du courrier, j'allai chez moi et je restai jusqu'à 1 heure. J'étais bien loin de penser que cette démarche, si courte et si simple, me serait imputée à crime. J'étais si peu disposée à m'emparer des postes qu'il l'idée me vint d'aller faire une visite au prince Cambacérès pour le consulter. Je le trouvais suivant l'usage de toute sa vie, se plaignant de sa santé
et luttant contre les souffrances de sa médecine quotidienne. Je lui fis part de ma visite à la poste. Je lui peignis la situation de Paris, son magistrat et peut-être au moins d'une explosion des désordres les plus dangereux. J'ai oublié de dire qu'après le départ du comte Ferrand, la crainte de voir les caisses pillées m'avait déterminé à prier avec instance général Sebastiani d'aller demander au général de Sol, commandant-chef de la garde nationale, de vouloir bien envoyer un piquet de soldats pour protéger les caisses. L'officier qui les commandait ne me consulta pas même pour placer les sentinelles. Ce fut un employé qui se chargea de ses soins. Lorsque le prince eut entendu ces détails, il me répondit avec son sang-froid et sa gravité accoutumée. Vous avez sans doute très bien fait. Je prévois tous les désordres dont Paris peut être le théâtre, mais je me garderai bien de dire un mot, de faire un geste qui puisse se faire soupçonner à l'empereur qui j'ai pris les devants sur ses résolutions. Je n'ai point oublié les réprimandes qui me firent retour de la campagne de Russie. Je veux vous les raconter pour votre instruction. Vous savez que pendant son absence, je présidais le conseil. L'affaire de Maillet fit nous surprendre brusquement. Vous savez qu'il fut condamné avec une partie de ses complices. Se feront exécuter. Lorsque l'empereur arriva aux Tuileries, il m'envoya chercher du plus loin, qui m'aperçut. Il arriva sur moi avec des regards qui me traversaient la tête. « Qui vous a permis, me dit-il, d'une voix tremblante de colère, de verser le sang de mes sujets sans mon autre? C'étaient des braves militaires qui sans foi avaient exposé leur vie pour moi et la gloire de la patrie. Avez-vous oublié que les plus beaux fleurons de ma couronne et les droits de faire grâce? Je sais à quoi tient, que je vous repunis sévèrement. Il n'est pas nécessaire, ajouta le prince, de vous en dire davantage. Je vous sentez que je ne veux pas m'exposer de nouveau à ce ressentiment. Et moi, monseigneur, Louis, répliquai-je, j'agis dans son intérêt, puisque je lui ai envoyé un courrier. J'aurai sans doute une réponse et je vais l'attendre à la poste.